Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Michael Dalande. Bonjour Michael. Bonjour Maya. Bienvenue sur ce podcast. Merci. Michael, vous êtes associé en droit social chez Advent Altana. Vous êtes spécialiste du droit du travail et de la protection sociale. Bienvenue, encore une fois. Et j'ai une première question à vous poser, parce qu'une fois n'est pas coutume et que je demande ça à tous mes invités. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocat ? Alors simplement, je ne suis pas du tout issu d'une famille de juristes. Pour moi, le droit, c'était des études extrêmement complexes que j'imaginais pas du tout réaliser. Quand j'étais gamin, je voulais être vétérinaire, bon, ce qui fait aussi de belles études, mais comme j'étais très nul en maths, c'était tout à fait chimérique. Donc j'emmène mon chat chez le vétérinaire une fois par an et je réalise ce rêve d'une certaine Par procuration. manière. Le droit, en fait, j'y suis venu pas complètement par hasard malgré tout, parce que arrivé à la fin de la première, à une époque où on pouvait quelque part choisir une orientation plus tard, j'avais emprunté un livre à une amie, c'était le bouquin à l'étudiant, il y avait 500 métiers. Et donc, j'ai potassé ce bouquin, je me souviens très bien, tout l'été, j'avais tous les métiers, et j'en avais identifié une trentaine, et sur la trentaine, il y avait 25 qui nécessitaient de faire du droit. Donc je me suis dit que bon, quand même, ça m'a l'air un peu compliqué ces études, mais je vais me lancer là-dedans. Et puis, à la fin du bac, je vais à la bibliothèque universitaire pour regarder les bouquins de droit. Je suis très passionné par les livres. Et là, j'ai été totalement ébloui par ce que je lisais. Donc, j'ai passé les vacances les plus longues de ma vie à attendre le début des cours à la fac de droit. Les premiers cours avec les universitaires m'ont tout à fait subjugué. Alors, je suis toujours, quelque part, un étudiant, toujours subjugué par les propos que peuvent tenir les universitaires quand je les entends. Et donc je me suis dit, c'est vraiment mon élément. C'est fabuleux, c'est une chance quand même incroyable. Je parlerai, je pense, souvent de la chance que j'ai, parce que j'estime que j'ai toujours de la chance. Ce qui est peut-être la qualité première chez un avocat. En tout cas, ce que peut attendre un client, mais on y reviendra. Donc je suis vraiment comme un poisson dans l'eau, dans un univers que je connaissais absolument pas. Donc la question ensuite, quel métier ? J'ai été assez tenté au tout début de mes études par la magistrature, le service public, la France, la justice. Et finalement, assez rapidement, je m'en suis détourné parce que, pour plusieurs raisons, d'abord par construction, en fait, je n'aime pas juger. Et alors ça se retrouve très rapidement, maintenant, avec mes clients, quand ils viennent me voir qu'il y a une situation, qu'ils ont fait une petite bêtise, parfois qu'ils n'en font pas, je dis souvent, mais je ne suis pas l'inspecteur des travaux finis. Je suis pas là pour dire, regardez, ça a été mal fait. J'arrive et j'aide. Je prends la situation vraiment, vraiment en l'état. Donc, je n'étais pas fait pour juger. Et puis, j'aimais l'idée d'être son propre patron, d'être en libéral. Il faut être un peu plus animal quand on est avocat que quand on est magistrat. Ça renvoie à la chanson de Francis Cabrel, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais vraiment davantage fait pour être avocat. Et également, j'ai toujours eu l'envie qui m'est restée, le souci des autres. Il y a cette phrase de Malraux qui est magnifique, qui dit que m'importe ce qui n'importe qu'à moi. Et donc, je me suis souvent intéressé à des causes qui ne m'apportaient rien à titre personnel. Et finalement, l'avocat, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à quelque chose à une cause, à une personne qui vous dépasse totalement. Et c'est ce que je trouve vraiment beau dans cette profession. Très clair. Et qu'est-ce qui vous a poussé vers le choix de cette spécialité ? Alors, moi, j'ai fait un magistère des ICE à Montpellier. J'ai vécu des très belles années. D'ailleurs, j'y retourne encore très régulièrement. Et on pourrait croire que j'en suis jamais parti. C'est pas Montauban, mais on ne quitte jamais. On devrait jamais quitter Montpellier. Donc j'ai fait le magistère des ICE en droit des affaires. Donc c'était vraiment le menu. Il y avait absolument toutes les spécialités. Et tout me passionnait. La distribution. J'aimais aussi beaucoup le droit des sociétés. J'aimais beaucoup la fiscalité, mais la fiscalité ne m'aimait pas. Donc, je ne pouvais pas devenir fiscaliste, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les fiscalistes. Et la matière qui m'a tout de suite plu, c'était le droit social, parce que c'est très concret. Et alors, c'est un peu bête à dire, mais ça parlait à mon intelligence. C'est-à-dire que n'importe qui peut comprendre ce qu'est une période d'essai, une clause de non-concurrence, un syndicat, un licenciement. Et ce mélange de droit, de technicité juridique, de confrontation permanente à l'actualité,
avec ce côté concret, cette patte humaine, le fait que, quoi qu'il en soit, le droit social, le droit du travail va faire intervenir des particuliers, des êtres de chair et de sang. Je pense que ça correspondait vraiment à ma sensibilité et à ma forme d'intelligence. Là encore, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu le bon goût de choisir une matière qui m'a permis de me réaliser et de ne pas me retrouver dans une matière que j'aurais pu choisir, qui aurait été différente, mais qui m'aurait moins correspondu. Je comprends. Et comment se sont passés vos premiers pas, du coup, dans la vie d'un avocat, vos premiers pas en tant que collaborateur? Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours avant l'association? Alors moi, j'ai prêté serment à 23 ans, ce qui fait plus trop aujourd'hui. Donc, la conséquence, c'est que j'avais fait assez peu de stages. Et il ne faut pas avoir peur des mots. Je pense que j'étais très mauvais. Un jeune collaborateur, ce n'était pas du tout mon milieu. Et je n'avais pas assez pratiqué. Donc, je suis arrivé à 23 ans. J'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai travaillé pendant 3 ans au sein du cabinet Flichiste, avant que ça devienne le cabinet Flichy-Granger. Mais c'était déjà un superbe cabinet. Et donc, j'ai travaillé un peu avec tous les associés. J'étais rattaché dans l'équipe d'Hubert Flichy, avec des confrères qui, à l'époque, étaient collaborateurs, qui sont maintenant associés, notamment Laurent Gamet, qui est associé chez Factory, et puis Thibaut Guillemin, qui est associé chez Racine. Et donc, c'était une merveilleuse expérience parce que Hubert, il a apporté à toutes les personnes qu'il a côtoyées. C'est quelqu'un d'absolument fabuleux. Et puis, ces collaborateurs de l'époque, on voit quand même ce qu'ils sont devenus. Et ils m'ont beaucoup formé. Laurent Gamet, il m'a appris à utiliser les pièces adverses. Donc c'est jubilatoire quand même de gagner un dossier sur les pièces adverses qui étaient transmises par l'adversaire. Thibaut Guillemin, il m'a appris à écrire. C'est-à-dire je devais être probablement un peu analphabète au début. Et donc il m'a donné une rigueur que j'ai encore aujourd'hui. Donc, alors le drame quand même de ce podcast, c'est que je vais oublier de citer et de remercier des gens. Donc, je vais vous appeler ensuite pour le refaire, bien évidemment, diffuser parce que je vais forcément m'en vouloir. Vous avez eu beaucoup de chance, encore une fois. C'est ça. Oui, non, mais j'ai fait des rencontres assez fabuleuses et je pourrais aussi citer les enseignants que j'ai rencontrés à Montpellier, sans lesquels je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, mes premiers pas de collaborateur, il faut le dire avec humilité, j'étais quand même lamentablement mauvais et je n'ai pu réussir que parce que j'ai eu de l'aide des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait travailler pour de superbes clients, des dossiers absolument magnifiques. Et c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que j'avais quand même conscience de ma médiocrité. Et pour paraphraser Socrate, la seule chose que je savais, c'est que je ne savais rien. Et donc, j'ai énormément travaillé. Et j'avais été marqué par les propos d'un confrère que j'avais croisé lors d'une présentation de salon étudiant, justement, à la fac de Montpellier, qui avait dit, et il a tout à fait raison, et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est encore une réalité, les 2 premières années d'exercice pour un avocat, il faut les considérer comme une forme d'internat pour la médecine. Et passer les 2, donc il faut vraiment se donner à fond. Vous faites ce que vous voulez, les amis. Si vous vous donnez à fond, la probabilité que vous réussissiez dans la profession est assez élevée. Si vous ne vous donnez pas à fond, que vous commencez un peu en dilettante ou en vous disant c'est un boulot comme un autre, vous risquez de commettre une erreur. Et si vous quittez la profession, il y aura peut-être un petit peu de ça. Il y a des tas de raisons pour quitter la profession d'avocat. On ne va pas rentrer sur le sujet, le débat, le métier difficile, etc. Mais moi, j'ai gardé ça en tête. Et donc, je suis arrivé dans la profession en me disant, j'ai 2 ans d'internat, vraiment à bosser très très dur pour me former. Bon, vu le niveau que j'avais à 23 ans, heureusement que je me suis mis en mode internat, ça m'a probablement sauvé. Mais je trouve que le conseil est... je ne peux pas donner de meilleurs conseils à un confrère qui prête serment, qui débute. Ça vaut la peine de s'investir lourdement, de ne pas compter ses heures. Je ne parle pas de sacrifier sa vie personnelle, parce que c'est encore plus beau que la vie professionnelle, la vie personnelle. Mais il faut vraiment, il faut se donner du mal. Il ne faut pas se dire, c'est l'heure. D'ailleurs, c'est totalement contraire avec l'essence de la profession d'avocat et ce que les clients attendent de nous. Mais c'est assez fondamental de s'investir parce que
passé ces 2 années, alors ça peut être 1 an et demi, 3 ans, je prends 2 ans. Il n'y a pas de parce règle, que bien entendu. c'était ce qu'on m'avait dit à l'époque, et je trouvais que c'était vraiment pas bête, donc on peut rester sur les 2 ans. Il y a un écart, il y a un fossé entre ceux qui se seront vraiment investis et les autres. Et vous le voyez aujourd'hui avec votre recul d'associé ? Systématiquement. Ça ne loupe jamais. Je comprends. Non, mais c'est un très bon conseil, je pense, à partager, parce qu'il y en a, comme vous l'avez dit, bon, c'est pas tant le sujet sur lequel on va aller, mais beaucoup qui quittent la profession aussi assez rapidement pour diverses raisons. Donc, il faut se donner du mal au départ, et c'est un métier d'exigence et de rigueur, de toute façon. Si on le souhaite, Technique ou aussi. alors se dire, finalement, j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'autre chose, et je le fais pas. Et là, je pense à Hubert, Laurent et Thibaut qui, s'ils écoutent ce podcast, se diront peut-être on n'avait pas l'impression que tu étais en mode internat à l'époque. mais si, je vous assure, je me suis donné beaucoup de mal. Et donc, à l'issue de ces années de collaboration, Oui. comment est-ce que vous êtes arrivé chez Advent Altana ? Alors, le cabinet Altana, en fait, il s'est créé en 2009. Moi, j'étais collaborateur. Je devais être en 5e année à l'époque, donc il n'était évidemment pas du tout question que je sois associé. Et là encore, j'ai une chance incroyable, puisque j'ai croisé... en fait, quand j'ai fait 3 ans chez Flichy, qui étaient 3 belles années, et puis j'ai intégré un autre cabinet qui n'existe plus, qui s'appelle Salence. Maintenant, c'est Dentons, en tout cas l'équipe, c'est sous la bannière Dentons, qui était une équipe assez étoffée, avec des gens très sympas qu'on peut aussi saluer. Parce que on leur dit bonjour. On dit bonjour à tout le monde ici. Je n'ai que des amis là-bas. Et j'ai croisé des gens qui étaient d'anciens du cabinet Rambaud-Martel. Vous avez Jean-Pierre Martel sur le podcast. On salue aussi. Qui ont eu envie de créer leur propre structure après les quelques années Salence. Et ils m'ont proposé de les suivre. Donc dans un moment de folie, j'ai accepté. Et donc j'ai pu participer... voire créer ce cabinet assez fabuleux qui comprenait 25 personnes à l'époque, et en compte 90 aujourd'hui. Puis après, on parlera de l'alliance Advent, puisque le cabinet maintenant s'appelle Advent Altana. Donc on crée un cabinet, non pas de rien, parce qu'il y avait des associés qui avaient une réputation extraordinaire, une clientèle magnifique, mais quand même, on arrive le 1er novembre 2009, bon, on est content que les ordinateurs fonctionnent. On peut d'ailleurs remercier notre directeur informatique qui est toujours parmi nous. et ça a été fabuleux, parce qu'on doit présenter, on doit vendre une marque qui n'existe pas. Les clients connaissent les associés ou certains associés. Et puis on va vendre la marque Altana, donc même en étant collaborateur, c'était un sacré challenge. Et donc j'étais collaborateur pendant 4 ans, et au bout de 4 ans, les associés, ne sachant plus que faire de moi, ont décidé de m'associer. Voilà. Après, comment est-ce qu'on devient associé ? Qu'est-ce qu'on fait pour devenir associé ? Bon, de toute façon, je me suis toujours énormément investi dans ce travail, et chacun a une recette un peu différente. Il y en a qui vont vraiment être très, très business. Moi, j'ai investi dans la technique, quelque part dans le droit, parce que fondamentalement, ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est trouver des solutions pour les clients, c'est exploiter la règle de droit, et ce qui m'intéresse, c'est pas tant les caractères qui sont en noir que le fond blanc derrière. Et ça, cette algèbre juridique, ça m'a fasciné dès que je suis rentré à la bibliothèque universitaire il y a un peu plus de 25 ans. Et ça m'est resté encore aujourd'hui. Donc j'ai lu des tas de revues juridiques que je lis toujours aujourd'hui, même si j'ai un tout petit peu moins de temps, ce que je regrette. J'ai donné des cours à la fac. Donc là encore, j'ai eu la chance qu'on accepte que je donne des cours. Donc je redonne toujours des cours à Montpellier. Donc je dis que je suis un poltergeist parce que je reviens hanter les étudiants, puisque finalement à la fac, on n'y reste pas tant d'années que ça. Et quand on intervient en tant que professionnel, on revient hanter les étudiants beaucoup plus longtemps que de temps qu'on a passé sur les bancs de la fac. Ce qui est le principe, n'est-ce pas, du fantôme. Bien évidemment. Peut hanter, mais c'est beau de leur transmettre aussi ce que vous avez appris. Vous. C'est effectivement ce que je cherche, parce que l'université m'a beaucoup donné. Et sans l'université qu'on aime tant critiquer dans ce pays, j'en serais pas là non plus. Donc, moi, j'ai investi dans la technique, j'ai donné des cours, j'ai écrit des articles. Vous avez écrit un livre aussi. J'ai écrit plusieurs livres. Et comme en quittant le magistère, j'avais l'impression, un bac+5, de ne pas avoir fini mes études, j'ai fait une thèse de doctorat que j'ai donc commencé, après avoir commencé à travailler, sous la direction de Bernard Tessier, qui a aussi beaucoup compté sur moi, qui compte d'ailleurs toujours beaucoup, comme
tous ces anciens étudiants. Donc j'ai vraiment misé là-dessus. J'ai aussi toujours eu la curiosité d'aller chercher des dossiers qu'on ne me donnait pas dans les structures où j'ai travaillé. Par exemple, je voulais faire de la sécurité sociale et j'en avais pas assez selon moi. Et comme j'ai la tête dure, je m'étais inscrit, en tant que jeune avocat, j'ai arrêté assez rapidement, à l'aide juridictionnelle sur les dossiers de sécurité sociale. Donc je me suis retrouvé à devoir gérer des dossiers que je ne traitais pas par ailleurs. Donc j'ai dû apprendre la matière et traiter ces audiences extrêmement particulières, ce qui me sert encore un peu aujourd'hui. Et dans le pire des cas, ça fait des anecdotes assez marrantes à raconter. Donc finalement, je pense qu'il m'a conduit vers l'association, c'est cette passion pour le droit, cette capacité de travail, le fait de rechercher toujours du contact chez les gens. Moi, ce qui me plaît, c'est l'action. J'aime bien écrire, j'aime bien penser, mais en fait, si on ne dit pas ce qu'on pense, si on n'exploite pas le fruit de sa pensée, en fait, ça ne sert à rien. Et un imbécile qui fait un pas en avant ira toujours plus loin. Il y a quelqu'un de brillant qui reste sur place. C'est quand même une règle de base, mais qui est extrêmement vraie chez les avocats, puisqu'on est une profession libérale. On peut être le meilleur avocat du monde. Si on n'a pas de clients, c'est quand même un peu dommage. Et en parlant de clients, d'ailleurs, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, la notion d'avocat entrepreneur? Justement, vous avez parlé de tout ce qu'il faut faire, du moins pour arriver à être associé. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui fait écho à votre façon de fonctionner quotidiennement? Oui, parce qu'en fait, quand j'étais collaborateur, j'ai toujours, assez rapidement, pris des dossiers perso. Je me souviens, mon premier dossier perso, je ne sais même plus comment il m'était arrivé, mais je connais encore le nom de cette personne. Et c'était une petite négociation, et j'avais négocié directement. Donc j'étais pour le salarié, alors que j'ai toujours été un conseiller d'entreprise. Mais bon, les dossiers perso, je devais avoir 24 ou 25 ans, donc pas dire que j'allais conseiller tout de suite des multinationales. Bien sûr, il faut se faire la main dans un premier exactement. temps. Et donc, j'avais un client qui me correspondait très bien, qui était très sympa. J'avais négocié directement avec le DRH. On était parvenu à un accord et j'avais l'impression d'être le meilleur avocat du monde. Probablement après ma phase d'internat, en ayant trouvé cet accord. Et ensuite, ce qui est assez sympa, c'est quand on grandit en tant que collaborateur, on voit que la clientèle, elle évolue. C'est-à-dire qu'on a un salarié qui a à peu près son âge, et puis ensuite, on a des salariés un peu plus capés, on commence à avoir des petites entreprises et des plus grandes entreprises. Et tout ça se fait assez naturellement. C'est-à-dire que pour le jeune confrère qui nous écoute, qui nous regarde, et qui se dit « mais comment je fais ?» Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter fondamentalement. Alors, il faut avoir des idées, un positionnement, il faut se différencier, on va en reparler. Mais vraiment, si on a des clients qui nous correspondent en termes d'âge, en termes de positionnement, c'est déjà très bien. C'est un début, c'est un embryon, et puis ça va se faire vraiment de manière simple et totalement naturelle. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ça vous est venu naturellement, justement, ces notions de positionnement, différencement dans cet environnement qui peut être des fois très compétitif. Est-ce que tout ça vous est venu naturellement dès le départ ou vous vous êtes formé aussi sur ces sujets-là? Non, moi j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat. J'aurais pu, je dis toujours, dans des univers parallèles, j'aurais pu créer mon propre cabinet. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires qui sont encore mes associés, qui sont les salariés sans lesquels la boutique ne tournerait pas et nos collaborateurs. Donc ça, c'est une aventure fabuleuse. Mais l'entrepreneuriat, la conquête de clients, le fait de chercher un positionnement, ça m'a toujours énormément plu. J'ai adoré lire les revues, y compris pas forcément les revues juridiques, mais sur la profession, des interviews de confrères, comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils se présentent, comment est-ce qu'ils ont construit leur cabinet. Quelqu'un, par exemple, comme Jacques Barthélemy, qui disait toujours le cabinet qui porte mon nom. C'est une belle manière de présenter sa structure. Absolument. Il a écrit un livre sur ce sujet, un livre technique qui permettait d'exposer la manière dont sa structure fonctionnait et traitait les problèmes juridiques. Et donc, c'était les premiers cabinets en droit social. Je parle du droit social parce que c'est ma matière, mais Advent Altana, c'est un cabinet de droit des affaires, et donc, de toute façon, il y a une stratégie qui se dégage au niveau de la structure. Mais pour revenir sur moi, oui, je me suis toujours dit, il faut que j'arrive à me distinguer. Ce que j'ai fait, en fait, dès le début, parce que quand on vient de prêter serment, se dire, je vais me cogner l'aide juridictionnelle en droit de la sécurité sociale, j'en ai pas rencontré beaucoup qui l'ont fait. Oui. Les articles,
ça rapporte rien. Si on gagnait de l'argent en faisant des articles, en faisant des bouquins de droit, ça se saurait. Donc, j'ai fait vraiment ça pour moi. Et d'ailleurs, c'est le plaisir égoïste de l'écriture. On croirait toujours qu'on écrit pour quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, on se forme aussi soi-même. Les cours à la fac que j'ai donnés assez rapidement, le premier cours que j'ai donné à la fac, c'était en 2007, donc c'est grâce à Bernard Tessier encore, qui donc remercié 2 fois, qui a un rôle très particulier. Je devais avoir 24 ans, donc j'étais à peine plus vieux que les étudiants. Ah oui, vous étiez jeune. Donc je ne devais pas être... non, j'avais 26 ans, je ne vais pas me rajeunir, mais quand même. Ça reste très jeune. Et donc je ne devais pas être brillant non plus, donc les étudiants de l'époque sont remerciés parce qu'ils essuyaient les plâtres d'un intervenant qui se faisait un peu les dents. Donc j'ai fait des choses que les autres font pas, ou que moins de gens. Je peux dire que je suis le seul à le faire, c'est totalement faux. Mais j'ai toujours voulu faire des choses à côté. En plus, vous avez été très proactif. Très proactif parce que j'adorais ma matière et j'avais envie de m'en sortir. Je peux dire de réussir sur un bien grand mot. Mais j'avais envie de montrer que j'avais ma place dans la profession et de m'y épanouir à la mesure du bonheur que ça me procurait de traiter des problématiques dans ma spécialité. Et aujourd'hui, vous êtes combien d'associés chez Advent Altana ? Alors, on est 27. 27 associés. Et qu'est-ce qui est prévu en interne, justement, pour accompagner, vous avez des counsels, je suppose, pour accompagner, je ne parle pas des collaborateurs, mais plutôt des counsels qui sont généralement plus proches de la position d'associé. Qu'est-ce que vous mettez en place, peut-être vous, au sein du cabinet, vous, avec votre retour d'expérience et tout ce que vous partagez avec nous depuis le début de cette interview, pour faciliter la montée en compétence des counsels vers le statut d'associé ? Parce que j'entends parfois que ce n'est pas toujours très clair, les conditions d'association, la réussite d'un partner track, etc. Donc, je serais curieuse d'avoir votre retour à ce sujet. Bien sûr. Alors, nous, chez Advent Altana, on est un vrai cabinet d'avocats. Je le dis quand même, c'est pas qu'il y ait de faux cabinets d'avocats, mais on est profondément attaché au caractère libéral de la profession. On respecte la liberté des collaborateurs. Je vous parlais de dossiers perso que je faisais moi. Nos collaborateurs en font, il n'y a pas de souci. Mon associé Pierre Lubé, s'il était là, raconterait la fois où il a plaidé le dossier perso du collaborateur parce qu'il préférait que le collaborateur plaide le dossier de la boîte. Donc on voit quand même là où on peut aller dans le caractère libéral de la profession. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est un parcours d'association qui permet aux collaborateurs qui le souhaitent, qui est généralement counsel depuis 1 an ou 2, de bénéficier d'un mentorat, c'est-à-dire qu'il va choisir un associé qui, s'il l'accepte, va l'accompagner pendant une période qui n'est pas définie, parce que c'est assez souple. On a la chance d'être très souple chez Advent Altana et on tient à conserver un fonctionnement assez souple, parce que ça fait partie de notre force, cette agilité. Et donc, ce mentorat vise à ce que le collaborateur, le counsel, bénéficie de conseils sur son positionnement, alors peut-être au sein de son équipe, sachant que le mentor, c'est pas forcément au sein de l'équipe. Vous pouvez faire du contentieux et être mentoré par quelqu'un qui fait du corporate, s'il n'a pas de chance, par quelqu'un qui fait du social, par exemple. Mais tout ça est totalement transversal. Ce sont 2 personnalités qui s'apprécient, qui vont avoir envie de travailler ensemble pour ce parcours d'association. Donc, on va parler du positionnement dans l'équipe, dans la structure, sur le marché. Oui, en interne et en externe. En interne et puis en externe. Parce que, alors c'est pas dans le dogme altanien, si je puis dire, mais moi, ma conviction, c'est que le bon candidat à l'association, c'est celui dont on se dit, au moment où il dépose son dossier, en fait, il se comporte déjà comme un mini-associé. Le mauvais dossier d'association, c'est celui qui est collaborateur et qui se dit j'ai droit, parce que en fait, j'ai l'ancienneté, voilà, je suis général 3 étoiles, et ce serait bien quand même qu'on en mette une 4e. Et si je peux avoir un bâton de maréchal à un moment donné, ça ne me dérangerait pas. Évidemment, je prends des profils totalement opposés, caricaturaux, c'est voulu, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on cherche. Quelqu'un qui sait, même s'il n'a pas forcément développé un chiffre d'affaires propre, inouï, mais qui a de l'envie, qui a des idées, qui a déjà travaillé sur son positionnement, bref, qui a déjà amorcé la réflexion qui est celle, et le travail qui est celui d'un associé, ce sera toujours, quelle que soit la structure, que ce soit chez Advent Altana ou ailleurs, un bien meilleur candidat que celui qui se dit, voilà, j'ai fait tant d'années, j'ai fait tant d'heures, et donc
pour toutes ces raisons, Madame, Monsieur le Président, je vous demande de faire droit à ma demande. Mais ça peut être dur de savoir c'est quoi être un bon associé, justement. Comment est-ce que je peux correspondre à ce que mes associés attendent de moi en tant qu'associé? Des fois, c'est pas toujours... Enfin, de ce que j'entends, c'est pas toujours très clair. Alors après, c'est un problème potentiellement de culture d'entreprise. C'est vrai que c'est un peu dommage de se dire je vais être associé, mais je ne sais pas ce qu'on attend de moi. Je sais pas ce que fait moi, un je associé. l'entends quand même. Alors, c'est est-ce qu'il y a des structures qui ont un fonctionnement tellement rigide qu'on n'y comprend rien? Est-ce qu'il y a une forme d'opacité parce qu'on sort de l'ambiguïté qu'à ses propres dépens, n'est-ce pas? Je ne peux pas l'exclure, j'en sais rien. Il y a des tas d'entreprises qui peuvent fonctionner comme ça. Il n'y a certainement pas que les cabinets d'avocats. Mais je pense qu'il y a un manque de dialogue. Nous, chez Advent Altana, qu'on soit associé, collaborateur ou dans le staff, on est responsabilisé. C'est-à-dire que je considère, même un associé qui viendrait dire j'ai tel ou tel problème, s'il peut lui-même contribuer à le régler, je ne vois pas pourquoi il viendrait dire c'est telle ou telle personne, on ne m'a pas donné ci, on m'a pas... Et c'est pareil pour moi chez le counsel ou le collaborateur. S'il n'a pas une vision claire de ce qu'on attend d'un associé et de ce qu'il faut faire pour être associé, à mon sens, il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas de dialogue avec les associés qui pourraient répondre aux questions. Et s'il n'y a pas de dialogue avec l'associé, ça va être compliqué ensuite pour passer associé. Bien sûr. C'est pas que je sois cynique, mais je considère vraiment qu'il y a un adage que j'aime bien qui est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Je trouve que c'est absolument magnifique. J'aime beaucoup aussi. Je crois que c'est mon prof de français de 3e qui avait dit ça. J'ai rien retenu, toutes mes collègues, mais ça j'ai retenu. Donc je vais l'appliquer aussi régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des facteurs extérieurs, mais fondamentalement, encore une fois, la personne qui veut vraiment, c'est dans ce cabinet qu'elle veut passer associée. Waouh, il faut pousser la porte de l'associé en disant mais j'aimerais bien qu'on fasse un point, qu'on fasse un déjeuner. Oui, être proactif. Être proactif. Et en fait, les associés n'attendent que ça. Je pense dans l'immense majorité des cabinets, où les associés que je connais, j'en connais quand même un certain nombre, on n'attend que ça, d'avoir quelqu'un qui va être moteur, qui va être dynamique, qui va être force de proposition, et comment ça marche, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et ça m'intéresse, et ben j'aimerais bien, quand j'ai une idée, est-ce qu'on peut la mettre en place? C'est génial. C'est génial, parce que, c'est quoi ce discours, ce que je viens de dire? C'est le discours d'un mini-associé. J'entends, je comprends. Alors que quelqu'un qui va dire, bah ouais, mais en fait, on m'a pas dit, peut-être qu'on n'a pas dit, hein. Il y a peut-être des associés qui ne sont pas des grands bavards, qui sont des grands timides, qui restent enfermés dans leur bureau, alors que des collaborateurs tambourinent en permanence pour avoir des réponses à leurs questions. Ça doit probablement arriver. On pourrait donner des noms. Mais je trouve ça fondamentalement dommage. Il y a un biais là-dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Soit la relation associé-collab, ou collab-associé pluriel ou au singulier, elle n'est pas bonne. Et là, le collaborateur, il peut se dire, en fait, ils veulent pas trop de moi, il faut que je fasse autre chose, ce qui n'est pas forcément évident. J'entends porter un regard objectif sur soi-même et son entourage. Hein. Il en va ainsi pour un parcours d'association comme dans la vie d'une manière générale. C'est pas forcément évident, mais la logique, c'est quand même de se dire, si je suis au bon endroit, avec les bonnes personnes, il n'y a aucune raison de ne pas avoir des réponses claires à ces questions. Et je disais en toute humilité, parce que probablement que les collabs du cabinet, ils vont me dire, mais il est sympa, Mickaël, mais en fait, moi j'ai des questions, et donc qu'ils viennent me les poser si la vision qu'ils se font du parcours d'association n'est pas assez claire. En tout cas, la proactivité, ça fait vraiment partie de notre ADN, et ça rejoint totalement la nécessité pour l'avocat, qu'on soit en cabinet d'affaires, en individuel, ou en droit des affaires, ou dans une autre spécialité, d'être entrepreneur et d'aller de l'avant. Il ne faut jamais attendre que les choses viennent à soi, ça n'arrive pas. Surtout dans un marché qui est aussi concurrentiel. C'est vrai. Et une des facettes aussi de l'entrepreneur, c'est le management. Et pour moi, un bon management passe aussi par de la transparence envers les personnes qui sont en dessous. Mais d'ailleurs, si on parle de management, est-ce que vous prenez part justement dans le recrutement si on part vers les collaborateurs, est-ce que vous, en tant qu'associé, vous avez un droit, je suppose que oui, un droit de regard sur les collaborateurs qui rentrent au sein du cabinet? J'espère bien, oui. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un en charge des ressources humaines. Non, en fait, les équipes... Alors, il y a quand même une centralisation du recrutement pour que les CV soient envoyés à la bonne personne. D'ailleurs, pendant des années, c'était mon nom
je gérais cette partie recrutement, et donc à chaque fois qu'il y avait une lettre de refus qui partait du cabinet, c'était signé Michael Dalande. Donc parfois j'avais des emails en me disant mais pourquoi vous avez refusé ma candidature? Et donc j'appelais les gens en disant écoutez, je n'y suis pour rien, c'est pas mon équipe, je ne suis que le signataire et le modeste instrument de la volonté d'un de mes associés. Donc j'ai dû me faire détester pendant un certain nombre d'années peut-être. C'est plus moi maintenant, donc c'est quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, oui, chaque équipe en fait décide des profils qu'il recrute, parce qu'un recrutement de collaborateurs c'est absolument fondamental. On va passer des heures et des heures à travailler ensemble, et ce qui est hyper important pour nous, quand je dis nous, c'est pas tant l'équipe sociale que le cabinet dans son ensemble. En fait, on recrute des personnalités dont on pense, on espère qu'elles vont se fondre dans le collectif. J'allais vous demander qu'est-ce qui pour vous fait un bon collaborateur, justement. C'était l'idée derrière ça. C'est vraiment fondamental, parce que le fait d'avoir l'esprit d'équipe, une curiosité, une envie d'entraide. Quand il y a un collaborateur qui est un peu sous l'eau, on fait des réunions d'équipe où on se répartit la charge de travail, mais quand il y a quelqu'un qui est sous l'eau et qu'un autre collaborateur va le voir ou va nous voir, nous associer en disant en fait, est-ce que je peux aider, est-ce que je peux prendre, j'ai un peu de bande passante, on se dit qu'on n'a peut-être pas complètement raté la gestion du management chez Advent-Altana, et effectivement le recrutement. Donc nous, la personnalité, elle est fondamentale, ce qui est dur, parce qu'il y a une part de subjectivité, mais les CV qu'on reçoit sont généralement excellents, et quelqu'un qui arrive avec un ego surdimensionné, en fait, moi, personnellement, j'en veux pas. Oui. D'abord parce que ça va mettre la pagaille dans l'équipe, potentiellement dans le cabinet. S'il est vraiment si bon que ça, il risque de vouloir devenir associé. Or, il n'y a rien de plus fragile que nos petites sociétés de personnes. Donc, pour toutes ces raisons, c'est pas la bonne personne. Et puis, ceux qui ont un ego surdimensionné, de mon expérience, c'est rarement, si ce n'est jamais, les meilleurs. Oui, c'est assez commun d'entendre ça, en vérité. Donc, on est vraiment sur le CV de qualité et le fit. Et puis, on va regarder, chaque équipe a ses propres critères ensuite. L'anglais, de toute façon, est indispensable maintenant. En fonction des équipes, on va vraiment tendre vers un niveau d'excellence. Dans d'autres, ce sera plus opérationnel. Mais compte tenu de l'alliance Advent qu'on a créée il y a bientôt 4 ans. On va en parler après. Maintenant, peut-être qu'à la création du cabinet, il y a 16 ans, c'était moins important. Maintenant, c'est indispensable. On ne peut pas recruter quelqu'un qui ne parle pas anglais. Donc, les étudiants ou les jeunes collaborateurs qui nous écoutent, qui n'auraient pas un niveau suffisant, il faut que ce soit absolument votre priorité. Okay. C'est absolument déterminant. Et d'ailleurs, c'est une souffrance que de ne pas être capable de traiter une question qu'on pourrait traiter parce qu'il y a la barrière de la langue. Bien évidemment. Maintenant, il y a les séries, il y a les podcasts, et donc la génération plus récente a moins ce problème-là. Mais malgré tout, en fonction des spécialités, je croise encore des gens, je reçois encore des CV de gens qui n'ont pas le niveau. Et en fait, ils se mettent une barrière tout seuls. Ouais. Et c'est une barrière qu'on peut difficilement lever. Alors, les structures peuvent payer des cours d'anglais, on peut envoyer en détachement. Mais quelque part, je ne veux pas dire qu'on ne prête qu'au risque, mais qui est-ce qu'on va envoyer en détachement en priorité? Quelqu'un qui parle déjà bien anglais ou quelqu'un qui ne parle pas anglais? Bon, la réponse est probablement un peu dans la question. Oui, j'entends. Et pour terminer sur le management, justement, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, vous avez parlé de ce que vous pouvez mettre en place pour faire progresser les counsels, ou les counsels, notamment avec le mentorat, etc. Est-ce que vous donnez des formations sur le management? Parce que je trouve que c'est un sujet qui est parfois un peu laissé de côté. Pourtant, c'est pas quelque chose qu'on apprend en école d'avocat, et c'est parfois quelque chose qui peut être assez sensible. Je dis pas forcément chez vous, mais est-ce que c'est un sujet que vous avez essayé d'amorcer ou de traiter en interne? On n'a pas de formation à proprement parler sur le management. En revanche, on est quand même très attentif à ce que nos collaborateurs, lorsqu'ils vont former des plus jeunes ou des stagiaires, on est très attentif à ce qui est de la bienveillance, à ce qui est de l'écoute, et finalement reproduisent ce qu'on essaie de faire nous en tant qu'associés. C'est-à-dire que moi, je suis très attaché à ma liberté, et donc je suis très attaché à la liberté de mes collaborateurs. Je ne regarde pas à quelle heure ils arrivent. J'attends d'eux que le travail soit fait.
s'ils ne sont pas derrière leur bureau à 15 heures, je ne me dis pas, mais que fait-il, où est-il? Ça n'a jamais été le cas et ce sera jamais le cas. Donc, et je ne fais comment dire, donner aux autres ce que j'attends de moi-même d'avoir, de la Ce qui est très liberté. sain. Donc on forme à ça, vraiment à l'exercice en libéral, et je le dis même aux stagiaires, le stagiaire OFB, ou même les stagiaires qui sont en Master 2. Quand on me demande les horaires, je leur dis, écoutez, il y a des horaires sur la convention de stage, donc respectez les horaires de la convention de stage, mais je vous forme au métier en libéral. Vous ferez peut-être avocat ou avocate ou autre chose, mais chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je veux pas, n'imaginez pas que je vais sortir d'un placard si vous n'êtes pas là à 9h05, ça n'arrivera jamais. Mais c'est bien de le dire. Donc c'est un management par la liberté, par la responsabilisation, et finalement, les collaborateurs qui ont l'habitude de ce fonctionnement, ils reproduisent ça avec les autres... Par mimétisme. Par mimétisme, avec les plus jeunes. Et c'est comme ça qu'il y a une transmission de l'associé vers le collaborateur senior, le cancel, vers les juniors et les stagiaires. Ouais, je trouve ça très sain comme mode de fonctionnement. Enfin, le fait d'être dans un environnement bienveillant et justement qui se prête à avoir ses libertés et aussi qui est propre au statut de collaborateur, enfin, fonction libérale. Je trouve ça assez bien, de ce que j'entends. Ça peut permettre justement d'avoir de meilleurs managers. Moi, c'est le fonctionnement que les associés pour lesquels j'ai travaillé quand j'étais collaborateur, c'est ce qu'on m'a donné. Que ce soit Hubert Flichy ou que ce soit Pierre Lubé, qui est l'associé senior de l'équipe, c'est ce qu'on m'a donné. Quand j'ai travaillé pour d'autres associés d'Advent Altana, c'est également ce qu'on m'a vraiment laissé me développer comme je le souhaitais, à partir du moment où j'étais impliqué dans la vie du cabinet, à partir du moment où je travaillais dur les dossiers qu'on me confiait. Donc j'ai adoré qu'on m'offre cette liberté et j'espère, j'y parviens peut-être pas tous les jours mais j'y travaille, j'espère l'offrir aux équipes qui travaillent avec moi, et je pense que c'est le souci qui anime l'ensemble des associés de notre structure. En parlant de votre structure, si on prend un petit peu de hauteur rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que le rapprochement justement et la création de Advent Altana vous a apporté à Altana? Alors, donc Altana, c'est un projet profondément entrepreneurial, puisque le cabinet s'est créé en 2009 au moment de la crise financière. Donc, on peut quand même saluer les associés qui ont fait ce pari totalement gagnant. Et Altana a toujours eu le souci de se développer à l'international. Et donc, s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait aller plus loin dans ce développement international qui était vraiment inhérent et qui était dans notre ADN. Et donc, il y a cette alliance Advent qui a été créée il y a 4 ans avec 2 autres structures, Byton en Allemagne et NCTM en Italie, qui sont des cabinets qui sont plus gros que nous, puisque nous, on est 90 avocats environ. Et au total, l'alliance, c'est environ 700 avocats, sans parler des salariés. Et donc, ça permettait d'être dans un mode, non pas de rejoindre une alliance internationale qui existerait déjà, mais de la créer. Donc, c'est quelque part, Advent, le projet Advent, c'est une forme d'Altana à l'international. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu, comme nombre de cabinets d'excellente réputation, qui ont fait un autre choix tout à fait respectable, de se dire, on reste un cabinet indépendant, totalement indépendant, franco-français. Nous, on a créé une alliance, on reste un cabinet indépendant, c'est une alliance de cabinets indépendants là encore, mais on a voulu aller plus loin en créant cette marque ombrelle qui est Advent, et en créant de la convergence, des synergies pour d'abord s'apporter des dossiers mutuellement, et également aller chercher des dossiers qui sont envoyés à des cabinets internationaux, qui sont des plateformes juridiques internationales. Donc l'idée d'Advent, c'est d'être une plateforme de droit des affaires sur le continent européen. Et est-ce que vous êtes content, vous, de ce changement-là aujourd'hui, avec le recul que vous avez? Alors Advent, ça a été un succès dès le début, dès la première année. Je vais encore parler de chance, mais c'est là aussi un petit miracle. On retiendra ça du podcast. C'est ça. C'est que l'alliance fonctionne. On a des gens d'une très grande qualité dans tous les bureaux et dans les trois structures. Les gens s'entendent bien. Et on fait un grand événement pour le moment par an qu'on appelle Advent Live. Et donc le prochain Advent Live est à Paris.
à la fin du mois de septembre, où les gens se rencontrent. Ça doit être riche en termes de C'est partage et c'est d'échange. extrêmement super. riche parce qu'on fait le point sur les succès, rappeler ce qu'on est, rappeler tout ce qui a été fait, combien de nouveaux clients, combien de déplacements internationaux, combien de détachements, parce qu'on a un programme de détachement C'est génial, qui ça marche aussi. vraiment bien. Et puis des activités ludiques en équipe. Donc c'est un grand moment. Je pense que tout le monde est impatient qu'on se retrouve à la fin du mois. Eh ben, on vous souhaite plein de succès pour ce regroupement, enfin, ces retrouvailles plutôt que ce regroupement. J'avais une dernière petite question, sujet dont j'aimerais vous parler, c'est au sujet de l'intelligence artificielle. Ouais. Quel est votre regard, vous, aujourd'hui, vous, et plus largement le cabinet, sur l'usage de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous utilisez déjà des solutions en interne? Et puis, quel est votre ressenti vis-à-vis de cet usage-là? Alors, mon ressenti sur l'IA, il est un peu comme... c'est le ressenti qu'on peut tous avoir. Hein. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que c'est la première fois de l'histoire que les cols blancs vont être frappés par une révolution technologique. Donc, on va être concerné par ça et on va le vivre. C'est difficile de prédire ce qui va se passer, mais de toute façon, l'IA, elle est déjà là. Ça se développe à une vitesse exponentielle. Moi, à titre personnel, j'en ai pas peur. De toute façon, ça ne sert à rien. On peut avoir peur de quelque chose sur lequel on peut avoir un impact. L'IA, a priori, c'est pas moi qui vais dire si c'est bien ou pas bien. Donc, on va vivre avec. Ça fait partie de nos vies, ça va se développer. Et puis, ce sera très bien comme ça. Il y a un certain nombre de tâches qui sont faites par les avocats, qui ne seront plus faites par les avocats, ou en tout cas qui seront... c'est une forme d'automatisation. Mais on l'a déjà un peu vécu. C'est-à-dire que quand j'ai prêté serment, on passait notre temps en bibliothèque, on allait enlever les reliures des encyclopédies pour faire la photocopie. Tout ça, ça a vécu. Est-ce que c'est un temps que je regrette? Est-ce que je me dis quand même les collaborateurs, si seulement ils pouvaient aller à la Vous avez photocopie... connu le fax? Alors non, j'ai connu la fin du fax quand même. Vous n'allez pas me vieillir non plus, Maya. Mais oui, j'ai vu des fax effectivement arriver. Bon voilà, donc l'IA, ça va être beaucoup plus brutal probablement, beaucoup plus rapide. Mais on s'adapte. De toute façon, il y aura toujours de la place pour les bons avocats, ceux qui travaillent et ceux qui ont envie de se différencier. Il y en aura peut-être moins pour ceux qui restent statiques, probablement, et qui n'apportent pas de la valeur ajoutée à leurs clients. Bon, peut-être qu'ils feront un petit peu autre chose, mais de toute façon, c'est une réalité. Donc moi, je ne sais pas que je sois enthousiaste, faut être prudent, ça peut être aussi un risque pour la profession, mais moi, j'y vois aussi un vecteur formidable d'opportunités. Il y a des places à prendre. Et au niveau du cabinet, on y est évidemment très attentif. On utilise les solutions d'IA, mais on est également prudent parce que, en fait, on a aussi une consigne qui est assez claire de ne pas utiliser n'importe quelle IA. Oui, je me doute. Voilà, les solutions grand public d'IA ne sont pas faites pour faire des recherches juridiques. Bien sûr. Alors on aimerait parfois avoir un arrêt qui corresponde exactement à ce qu'on cherche, mais c'est pas la peine de demander à une IA d'inventer un arrêt dont l'adversaire pourra deviner assez rapidement qu'il n'existe pas. Donc on est à la fois utilisateur totalement des solutions proposées par les éditeurs, il y a une réflexion de fond qui est lourde sur le sujet, mais d'un autre côté, on veille aussi scrupuleusement à ce que l'IA ne soit pas utilisée, en particulier par les plus jeunes collaborateurs ou les stagiaires, comme une très vilaine béquille, de la même manière qu'on ne fait pas les recherches en tapant sur Google j'ai de la chance. Non, bien sûr. Donc c'est un peu ça. Okay. En fait, il y a un effort de pédagogie à faire pour utiliser l'IA dans les entreprises. J'ai presque envie de dire, l'IA, c'est pas pour les enfants. C'est-à-dire que quand on utilise les moteurs de recherche actuellement, moi quand je les utilise, parfois l'IA se plante. Et donc, quand on a l'habitude, parce qu'on a fait la recherche 10 fois et qu'on voulait juste vérifier ou voir un cas particulier, on se dit, tiens, dans le syllogisme, il y a quelque chose de boiteux. Mais nous, on le voit. Le plus jeune qui n'a jamais eu la question, il va foncer dans le mur, parce qu'en fait, c'est remarquablement bien écrit. On a envie d'y croire, sauf qu'en fait, c'est faux. Après, l'IA va se développer, ce sera plus perfectionné, mais pour le moment, on en est là. Donc, on est à la fois utilisateur, c'est ce que les clients nous demandent, et extrêmement prudent. Et
Cette réflexion autour du l'IA, elle est uniforme aussi sur les bureaux en Allemagne et en Italie. Est-ce que vous utilisez les mêmes solutions? Je suis assez curieuse de savoir, parce que nous, on a des éditeurs français. Est-ce qu'il y a une volonté d'avoir un outil commun à ce sujet-là? Il y a des réflexions en commun. Okay. Après, c'est un sujet qui est quand même assez complexe. On a plein d'idées. Oui. On a beaucoup d'idées, donc il faut qu'on finisse de les mettre sur la table et puis vous verrez ce qu'on fait en la matière. Hâte de savoir. Dernière petite question que j'aime bien poser. Est-ce que vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises tout au long de cette interview, mais est-ce que vous avez un conseil ou quelque chose que vous aimeriez dire, notamment à des avocats qui commencent leur carrière, qui peuvent nous écouter? Quelque chose que vous auriez aimé savoir peut-être, ou que vous auriez aimé qu'on vous dise quand vous avez commencé? J'aime bien poser cette question-là. Alors, c'est amusant parce que ce qui me vient à l'esprit n'est pas du tout un conseil sur la profession, parce que je pense que j'ai épuisé tous les conseils que je pouvais donner depuis le début. On en a eu beaucoup. Je dirais simplement, ça peut paraître un peu étonnant, mais soyez heureux. En fait, la vie vaut la peine d'être vécue. Ayez de la chance. Ça vaut la peine, on va faire de la chance. Et puis ça vaut la peine d'essayer d'être heureux, parce que, encore une fois, on s'épanouit dans le métier, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la vie à côté. Et donc, il faut concilier les deux. Et puis, il faut rechercher un équilibre. Je pense que c'est absolument fondamental. Donc, c'est le dernier conseil que je pourrais donner, et pardon s'il n'est pas juridique, mais je pense que c'est le plus important. Mais bien sûr, et c'est pour ça que j'aime bien poser cette question, parce que généralement, ça amène une jolie réponse qui clôture bien notre épisode. J'ai fait de mon mieux. Et bien, écoutez, merci beaucoup, Michael, pour votre Maya. participation à ce podcast. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, à très bientôt, peut-être. Merci, à bientôt.